Voilà, bonjour Isabelle Célestin-Lopiteau. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et puis on va parler du colloque qui s'ouvre aujourd'hui pour 3 jours ici à Jussieu. Bonjour Isabelle Freinet. Alors je suis Isabelle Célestin-Lopiteau, j'organise ce 6e colloque sur la médecine et la santé intégrative. Je dirige l'Institut français des pratiques psychocorporelles et l'association Thérapie d'ici et d'ailleurs. Et nous avons créé un think tank à partir d'une réflexion clinique, de nos consultations, à partir des formations que nous animons et aussi de la recherche, le troisième axe, pour créer une médecine, une pratique qui soit vraiment intégrative, c'est-à-dire associer le meilleur de la médecine allopathique et des pratiques complémentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de méditation, de yoga, de sophrologie, d'acupuncture. On voit qu'il y a beaucoup de patients qui consultent en ville, mais qu'il y a une entrée assez forte de ces pratiques aussi à l'hôpital. Alors quel va être exactement l'objet finalement de ces 3 jours et peut-être l'essence, le pourquoi et l'essence qu'on va pouvoir en tirer? L'objet de ces 3 jours part effectivement de ce constat qu'il y a de plus en plus d'institutions qui ont intégré différentes pratiques. Et le deuxième constat, que les patients d'eux-mêmes vont chercher ces pratiques et les intégrer pour arriver très souvent à soulager ou à faire autrement dans la prise en charge de problématiques chroniques, de douleurs chroniques ou de symptomatologie chronique. Et l'objet de ce congrès, c'est de pouvoir co-créer un parcours de soins, c'est-à-dire que c'est une réalité, cette intégration de ces pratiques, que les patients vont d'eux-mêmes aller vers ces pratiques. Je pense qu'il est plus intéressant de co-créer et de mieux comprendre les choses ensemble, plutôt que finalement de subir les effets d'une installation de ces pratiques qui seraient non contrôlées. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir transmettre les dernières recherches, comment ça marche, mais aussi de réfléchir comment on peut intégrer de façon intéressante dans les institutions et en ville. Et le troisième volet, comment on peut développer une santé qui soit réellement intégrative, c'est-à-dire transmettre des outils aux personnes, aux patients, pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible pour contrôler le stress, ou pour diminuer le stress, ou pour contrôler des douleurs par exemple. Alors on voit que pendant les 3 jours, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a également des thérapeutes qui viennent d'ailleurs, de Russie, d'Inde, de Chine, qui vont un petit peu avoir tous ces apports-là à nous raconter avec des recherches cliniques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, la médecine allopathique a pris conscience qu'il y a cette dimension bien réelle corps-esprit? On sent encore beaucoup de réticence parfois en France, etc. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité au vu des recherches que vous allez présenter pendant ces 3 jours de ce que peut donner dans les prochaines années cette santé intégrative? Alors je pense qu'il y a de plus en plus de praticiens, de médecins qui ont pris conscience de l'intérêt de ces pratiques. Soit ils les utilisent eux-mêmes, soit ils vont créer un parcours de soins où les patients peuvent bénéficier de ces pratiques. Et parmi eux, il y a aussi de plus en plus, mais il y a encore du travail pour mettre les choses en place, qui ont pris conscience, mais à partir de leur clinique, vraiment de la discussion avec les patients, que c'est un levier thérapeutique très intéressant de pouvoir transmettre certains outils pour apprendre à certains patients à se rééquilibrer, à pouvoir être plus confortable, moins stressé. C'est vrai que par exemple en cancérologie, on voit beaucoup qu'il y a de l'acupuncture dans les soins de support, en chimio ou de la sophro pour le bien-être également, des instituts comme l'Institut Curie, etc. C'est vrai qu'on voit des choses comme ça depuis quelques années émerger. Est-ce que vous auriez 2-3 exemples forts que vous avez notés qui se pratiquent dans certaines institutions où il y a ce parcours de soins vraiment en cohabitation réelle? Oui, il y a beaucoup d'exemples forts et d'ailleurs dans notre colloque nous avons invité des équipes qui vont justement transmettre et expliquer comment ils font et comment ils intègrent ces différentes pratiques. Alors ça peut être dans le cadre de la psychiatrie, l'intégration d'art-thérapie ou de danse. Je pense à un de nos collègues, le docteur Kamer, qui a intégré à Aulnay dans un groupe d'enfants qui ont été témoins du meurtre de leurs parents, de leur mère par exemple, comment la capoeira est intégrée, comment le
travail en hypnose est intégré pour pouvoir arriver à retrouver un équilibre, à traverser cette situation qui est évidemment si traumatique et si difficile. Dans la prise en charge de la douleur, des exemples très forts, c'est-à-dire de patients qui vont avoir des douleurs fortes et à qui on va proposer différentes pratiques. Et le but, c'est un moment de trouver la pratique qui va être le plus rapidement. Oui, parce que vous parliez efficace. tout à l'heure de contre-indications ou de fait qu'il... C'est vrai qu'on en parle beaucoup et on a l'impression qu'on peut l'utiliser un peu, tous les outils de manière courte mais à toutes les sauces, mais que ça va dépendre du domaine et ça va dépendre de quel patient. Et c'est vraiment une approche qui est personnalisée. C'est-à-dire que même avec ces fameuses médecines douces, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui. Même le terme de médecine douce sont des médecines complémentaires qui sont des pratiques complémentaires qui sont efficaces. Alors si on pense par exemple à la phytothérapie qui va être très utile, très intéressante à proposer à différents patients, mais on sait qu'il y a des contre-indications. Et c'est utile que ce soit des médecins qui ont la connaissance de la médecine allopathique et de cette phytothérapie qui peuvent guider. On sait par exemple que dans certaines chimios, il va y avoir des compléments alimentaires qui sont contre-productifs par rapport à la chimiothérapie. Donc important de pouvoir effectivement savoir quelles sont les indications, mais aussi quelles sont les contre-indications. Quelqu'un par exemple en neurologie qui a un problème de CEP, on sait que le yoga est une pratique complémentaire intéressante qui permet de soulager, qui permet de travailler aussi sur l'angoisse ou sur le stress. On sait, dans une étude qui a été réalisée, une revue de la question qui a été réalisée par Constance Flamand-Rose, avec qui nous avons collaboré, on sait que si on propose du Kriya Yoga, ce n'est pas la meilleure indication, puisque il est noté des poussées de CEP avec le Kriya et pas avec le Kriya, c'est des techniques de respiration, assez intensives et poussées qui ne vont pas convenir du coup. Voilà, qui ne vont pas convenir. Et donc nous, notre travail, c'est de pouvoir créer avec les patients un chemin. Il y a plein de pratiques qui peuvent être proposées. Quelle est la pratique la plus intéressante, sans risque aussi. Okay.